Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. 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 Salut à toutes et à tous. Bon, on sait toujours que la dernière semaine avant la trade deadline est toujours un peu explosive. On sait aussi qu'on n'aurait certainement pas dû penser que si on parlait de Brooklyn, ça serait uniquement pour leur performance sur le terrain jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, un podcast avec un jour d'avance puisqu'on le sort dès le lundi pour parler du cas Kyrie Irving qui vient pendant le week-end d'exiger et de recevoir son trade. Comme vous avez dû le voir un petit peu partout, Kyrie Irving envoyé en direction de Dallas. Qui a un peu explosé toute la semaine la dernière semaine avant les derniers échanges possibles. Je suis rejoint bien sûr par Shai Mamou, Antoine Pimel, désolé vraiment. Ça commence très mal. J'aurais pu écorcher le nom de Kyrie Irving, c'était moins dangereux pour mes abattis que écorcher celui d'Antoine Pimel, donc toutes mes excuses. Je suis rejoint par vous deux pour qu'on puisse analyser un petit peu tout ça, parler bien sûr du cas Kyrie, parler du trade en lui-même, ce que ça veut dire pour Dallas, ce que ça veut dire pour les Nets, ce que ça veut dire pour d'autres équipes, parce qu'il n'y avait pas que les Mavericks qui étaient sur la brèche et qui étaient prêts à envoyer du lourd pour Kyrie Irving. Tout simplement, c'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé des Nets ensemble, on s'était félicité de se dire enfin on peut parler de ce qui se passe sur le terrain, être un peu dans l'analyse du jeu, etc. Derrière ils étaient en pleine bourre, c'était la dernière fois qu'on a parlé dans un podcast, c'était en pleine bourre, plein de victoires, derrière blessure de Kevin Durant, on se dit c'est pas très grave, ils ont quand même réussi à se replacer parmi les contenders potentiels, du moins à l'Est, et là vraiment sans qu'on l'ait pu voir venir. Trade de Kyrie Irving pour donner un petit peu les coulisses. Donc on a un groupe WhatsApp au sein de la rédaction et c'est Shai Mamou qui envoie une alerte comme ça pour dire attention, Kyrie a demandé un trade. Première question tous les deux, quand vous avez vu cette info, que ce soit toi Shai quand t'es tombé dessus ou moi c'est vrai que c'est par ton texto que j'ai découvert. Est-ce que vous avez cru que c'était un vrai truc? Est-ce que vous avez dû aller vérifier l'info pour voir si elle était fondée? Comment ça s'est passé dans votre tête? Je me suis dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que il y a 15 jours, et quand ils lui ont posé la question, qu'est-ce qui fait que là, cette saison, ça va aller mieux pendant la blessure de Kevin Durant, là, on a l'impression que l'équipe est prête pour bien gérer ça. Il avait dit, là, au moins cette année, on n'a pas quelqu'un dans le vestiaire qui est à moitié là avec nous et qui a déjà envie de se barrer. En ggros, James Harden, tout le monde avait compris. Et le gars, 2 semaines après, il fait sa demande de trade. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est... alors ça fait un peu, comment dire, pas complot, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment, le jour où on lui a dit tu vas être suspendu, il faut que tu ailles t'excuser auprès de toutes les synagogues du pays pour tout ce que tu as fait, j'ai l'impression qu'il a dit ok, je veux bien parce que je vais rejouer, mais je garde ça de côté et le jour où j'ai l'occasion de vous la mettre par derrière, je vais le faire. Et là, je pense il s'est dit quel est le meilleur moyen d'emmerder tout le monde. C'est de demander mon trade pile maintenant, et je crois que les Nets sont sautés sur l'occasion en se disant ça y est, c'est bon, on veut s'épargner ce drama, on veut pas le garder encore un peu plus. Donc moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Ça m'a pas surpris parce que dans tous les podcasts qu'on a fait, dans toutes les late sessions, j'arrêtais pas de dire oui, il est génial, oui, il est fort, mais comment tu veux le considérer comme fiable? Tu sais qu'à un moment, il va lire un truc et entendre un truc, préparer un truc qui fait que ça va partir en vrille. Le niveau du joueur a jamais été mis en question, mais non, honnêtement, je suis même pas surpris. Je suis limite plus surpris que Brooklyn ait directement exaucé son souhait d'être tradé. Je pense que c'est de l'exaspération. Et voilà, donc pas surpris, non. C'est marrant parce que je crois que le dernier podcast, moi j'étais en train de dire ouais, mais quand même, ça tourne plutôt bien. Tu vois, il va peut-être pas demander il va peut-être pas foutre la merde au moins sur cette fin de saison, tu vois, la prochaine dinguerie sera plus tard, et bim. Donc Shai avait effectivement eu l'œil. Moi, j'ai été quand même surpris de sa demande de transfert, ce qui est ironique au début. Moi, je pensais que c'était vraiment plus un moyen de négocier. Je trouvais ça moche, dans tous les cas. Dans tous les cas, je trouvais ça moche. Même si c'était juste pour forcer la main des Nets, ce que je pense en plus ils n'auraient pas fait, je trouvais ça moche. Mais tu vois, donc il y a ce que tu dis là sur la pique qu'il envoie à Harden, mais même ne serait-ce que quelques jours avant, je crois que c'est 2 ou 3 jours avant, tu as sa belle-mère qui est son agent qui dit ouais, on veut rester à Brooklyn,
voilà, nous on veut rester, il faut juste que le prix soit le bon. Et c'est pour ça la demande de transfert, je me suis dit, bon, ok, ils veulent pas lui donner ce qu'il veut, mais je suis comme toi, je pense que les Nets, exaspération, ils se sont dit, allez, c'est bon, on tourne cette page, c'est fini, c'était cauchemardesque, c'était catastrophique, ça n'a pas marché, passons à autre chose et on en parlera, mais au final, la contrepartie a été plutôt bonne pour un mec qui allait se barrer. Quoi. De toute façon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop le choix parce qu'à quelques jours de la deadline, en gros, la question c'était de savoir parce que Kyrie a déjà prouvé qu'il était capable de refuser de jouer. Donc, est-ce que tu veux essayer de finir la saison sans ce mec-là et sachant que ça se trouve, il va refuser de jouer et que derrière, tu n'auras rien en retour et tu vas gâcher une saison de plus où Kevin Durant, à part pour sa blessure, sort une saison un peu Kevin Durant de son prime avec des stats de malade. Juste s'il n'y avait pas tous ces matchs manqués, il serait dans la discussion pour le potentiel pour le titre de MVP. Ou est-ce que tu dis, de toute façon, ce mec-là, ça sert à rien de le garder, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse, c'est notre dernière chance parce que J'aurais bien aimé voir la configuration dont tu parles où ils disent bon non on va prendre notre temps ou alors on va laisser passer la deadline, peu importe. Parce que Kevin Durant là, il est là, il est dans le vestiaire. J'aurais bien aimé voir Kyrie dire non je joue pas et KD là. Ça aurait été intéressant d'observer KD dans cette situation. Là, moi je veux une caméra je veux une caméra sur Kevin Durant à chaque moment. J'aurais voulu là au moment où Kyrie parce que quand même. Il a toujours soutenu, il est fatigant aussi, franchement. Ouais, honnêtement, voilà. J'espère que Kevin Durant, à un moment, ça lui servira de leçon. Quoi. Choisis mieux tes potes, quoi. Franchement. C'est dur de le ramener parce qu'à chaque fois, mais franchement, je me rappelle que quand ils ont décidé de jouer ensemble, on s'était dit, mais c'est les deux joueurs quand même les plus incompréhensibles de la ligue, les plus durs à lire, à part peut-être Kawhi Leonard qui s'associent. Et toutes les phrases de Kevin Durant que disait, de toute façon, Kyrie Irving, c'est pas un athlète, c'est un artiste. Je me les ai mises dans un coin de ma tête en me disant bon, on verra si ça te plaît toujours autant ces délires d'artistes quand ça commencera à partir en vrille. Parce que là, c'est vrai que c'est. En fait, le truc qui est dingue, c'est que si tu commences à mettre. Alors, je dis pas que je dis pas du tout que les athlètes ont plus de loyauté à montrer envers les équipes que les équipes envers les athlètes. Je suis pas du tout dans cette discussion-là. Par contre, c'est vrai que pour Kyrie, c'est assez dur. Quand tu vois à Boston, quand il dit ouais, je veux rester là pour l'avenir, etc., devant le public, 6 mois après, il demande à se faire trader. Brooklyn lui dit non, je vais pas partir, je vais pas laisser mon pote numéro 7 tout seul dans l'équipe. Et là, alors que l'équipe gagne, c'est ça qui est complètement fou. Alors que l'équipe encore joue un truc. Mais même tu peux même remonter avant, quand il part de Cleveland, ils viennent de faire finale, ils sont champions 2 ans avant, et il se barre du jour au lendemain, il dit non, je veux plus, il part, et j'en ai marre, ça m'intéresse plus, quelles que soient les raisons, que ce soit LeBron, pas LeBron, au final il se barre, il donne une liste, il se retrouve à Boston dans une bonne équipe, ça marche pas quand il est là, il y a des problèmes dans le vestiaire, quand il est parti, tout le monde, quand ça a commencé à parler, c'était plus possible avec Kyrie. Ils ont fait finale de conférence quand il était blessé. Quand il était blessé et quand il repart, c'est après qu'ils refont finale de conf avec lui, ils le font pas. Tu vois, à un moment, et là pareil, ouais. Moi, Kevin Durant, j'aimerais bien parce que je comprends ces histoires de les carrières sont individuelles. Tu sais, là, les Nets, ils ont tous le bon discours. Et je vois beaucoup de joueurs qui défendent Kyrie, même d'anciens joueurs, je le vois sur Twitter. Ouais, ok, les carrières sont individuelles, je comprends l'extension, mais là, comme tu as dit, il abandonne son pote en pleine saison quand ils ont un truc à jouer. Avant sa blessure, ils sont deuxième, à un moment, ils sont même premiers. Tu vois, non, ils ne sont jamais passés devant Boston, mais c'était deuxième. Au-delà d'abandonner son pote, il y a un moment quand même, parce que j'ai vu passer pareil, des messages, des tweets de joueurs pros, d'anciens joueurs qui disent ouais, c'est une business decision. Voilà, il gère sa carrière comme il veut s'assurer de l'argent, etc. Mais il y a un moment, je comprends la notion de business, mais je comprends aussi que c'est un job dans lequel tu es payé sur ta capacité à faire gagner des équipes. Donc si tu cherches à te barrer au moment où tu peux encore gagner un truc, si ça avait été en début de saison, quand ils étaient catastrophiques le début de saison catastrophique très dur qu'ils ont fait, j'aurais même plus compris dans la foulée de ces problèmes avec ce dont tu parlais tout à l'heure, Shai, et je pense que tu as absolument raison. Faut aussi reconnaître que les Nets ont très mal géré toute cette situation-là. Oui. Mais là, je comprends même pas d'un point de vue business, en fait, comment tu penses que te barrer à ce moment-là de cette franchise, ça va te permettre derrière de re-signer pour des contrats à longue durée ou des contrats aussi rémunérateurs que tu espères qu'ils le seront. Il est en fin de contrat à la fin de la fin. Moi, je m'étais dit, voilà, ça marche pas, mais après, ils peuvent se quitter. Ok, on a fait le taf, on a essayé. Si on passe pas un tour de playoff, voilà, l'expérience marche pas, t'es libre, tu choisis ce que tu veux.
Là, vraiment, le timing, je le comprends pas. Et c'est pour ça que j'aimerais des détails. J'aimerais savoir s'il a discuté avec Kevin Durant. Parce que A priori, non. C'est en tout cas, le Ouais. camp de KD Ça, a le dit pire, qu'il ça, le a plus appris fou, comme c'est tout le monde, que, quoi. depuis le début, Durant, a priori, en tout cas publiquement, l'a jamais lâché. Il a jamais dit non, je comprends pas le comportement de Kyrie. Il a toujours été là. Et là, j'ai presque envie, et c'est pas pour être fondamentalement anti-Kyrie, à la base, c'est un mec que j'aime beaucoup, à la base. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, quelles ont été les décisions, comment il a pris la décision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a provoqué? Est-ce qu'il l'a comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il était dans son coin à se dire dès que j'ai une opportunité, je vais leur mettre je vais leur mettre la petite banderie pour les mettre dans la difficulté. C'est incompréhensible. Et surtout que là, avec l'histoire de demander un trade, il n'avait pas le choix de la destination en plus. C'est-à-dire que dans quelques mois, il peut choisir où il va. Visiblement, les Lakers, ça l'intéressait. Là, il avait pas vraiment de prise sur la destination. C'est l'équipe qui pouvait proposer le meilleur package, en gros, et qui allait emporter la décision. Honnêtement, je comprends pas, et c'est désespérant, en fait. C'est vraiment désespérant, parce que je commençais à me dire que c'est vrai, Kyrie, c'est super quand il est là, c'est spectaculaire. Regarde, là, il va mettre 35 points, porter l'équipe sur ses épaules 10 matchs. On en vient presque à oublier momentanément tous les errements qu'il a. Dès qu'il est sur le terrain, on arrive à oublier un peu tout, quoi. C'est un peu la magie de ce mec-là. Et en même temps, il est totalement désespérant, parce qu'il va faire un truc comme ça derrière. Ouais, incompréhensible. Non, je comprends pas, honnêtement. À part si c'est pour vouloir planter les Nets et leur mettre le couteau sous la gorge et une petite vengeance théorie, personnelle. En fait, je sais pas si c'est la bonne, mais c'est celle ou c'est la seule qui a du sens, en fait. Parce que derrière, il y a rien n'a de sens de mon point de vue. Brooklyn, je pense effectivement que de toute façon, c'était peut-être. Alors, un mal pour un bien, c'est compliqué, parce que je pense qu'ils pouvaient encore avoir des vraies prétentions cette année. On en avait parlé. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça aurait certainement été trop peu de toute façon pour vraiment avoir une chance de remporter le titre. Mais il y avait quand même moyen de faire une saison de basket, des playoffs de basket, où tu joues des choses, tu vas perdre des matchs, gagner des matchs, peut-être sortir avant la finale de conférence, voire accrocher une finale de conférence sur un scénario un peu... c'est possible. Voilà, où tout tourne en ta faveur. Mais donc je comprends qu'ils étaient là-dessus, mais par contre, ils savaient que de toute façon, ça irait pas au-delà avec Kyrie. Là, je pense que de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accéder à sa demande. Ils ont quand même réussi à récupérer des assets. Là, on va pouvoir en parler peut-être un petit peu. Je pense qu'il faut, avant qu'on parle des autres propositions qui visiblement étaient sur la table, il faut quand même parler de la contrepartie que Brooklyn a reçue. Je vais vous redonner donc les termes du trade. Donc, les Brooklyn Nets envoient Kyrie Irving et Markieff Morris à Dallas. Markieff Morris plus pour des raisons contractuelles, parce que les Nets ne peuvent pas avoir plus de 15 joueurs signés sur le roster, donc il fallait qu'ils se débarrassent il fallait qu'il laisse partir un autre joueur en plus de Kyrie. Et donc Brooklyn récupère Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour de draft 2029 et 2 futurs seconds tours de draft en 2027 et 2029. Ça, c'est les termes du deal. Quand vous avez vu, avant qu'on parle de la situation de Dallas actuelle, quand vous avez vu les termes du contrat en lui-même, qu'est-ce que vous en avez pensé du point de vue de Brooklyn en termes de retour? C'est nice. Juste pour Kyrie, je rajoute juste un truc. Je me permets sur l'histoire du sens. Bien sûr. Même pour cette idée de prolongation, de toute façon, il n'est pas sûr de l'avoir avec les Mavericks. Donc même sur cette optique de cet angle de se dire je pars comme ça, j'ai plus de chances de choper mon contrat, au final, non. Hein. Donc vraiment, ça n'a vraiment aucun sens. Je voulais juste rajouter ce petit truc. Et pour la contrepartie, en fait, je sais que ça peut être perçu comme éventuellement pas beaucoup pour un joueur All-Star, mais pour un mec qui est à 4 mois de la fin de son contrat, qui a posé autant de problèmes, qui ne valait absolument rien pendant l'intersaison, parce que si Kyrie n'est pas parti en été, c'est parce qu'il n'y a personne qui voulait de lui et qu'il n'y avait aucun transfert qui pouvait se matérialiser, ou quasiment rien, ou rien d'intéressant. Là, de récupérer un meneur titulaire plus que correct, un excellent défenseur, pas si vieux, qui est le profil parfait qu'il fallait pour Brooklyn, Dorian Finney-Smith, un pic non protégé en 2029, potentiellement après la fin du contrat de Luka, mais c'est royal en fait. Alors, il perd en talent, mais il gagne en profondeur, il gagne en sérénité. En fait, c'est une excellente contrepartie pour un mec qui allait de toute façon partir sans rien. Il allait partir, cet été, il allait partir. Je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit, je m'attendais à ce que, quand il y a eu la demande de trade, même si ça a été vite, je me suis dit, mais quelle équipe va lâcher quoi que ce soit en fait de significatif en sachant que le gars va être libre?
on a eu la preuve encore là avec ce move qu'il n'était pas fiable et instable. Je voyais pas. Et donc là, apprendre qu'ils avaient lâché ces assets-là, le premier tour de draft, c'est une contrepartie incroyable. Comme tu dis, 2029, on ne sait pas ce qui peut se passer. On sera en plus logiquement, les lycéens ont eu le droit d'entrer directement. Enfin, ce sera un paysage totalement différent. Et la contrepartie, je la trouve vraiment intéressante. Il y a eu d'autres offres dont on parlera qui sont aussi pas mal. Mais c'est presque encore étonnant qu'il ait ce crédit-là. En fait, il y a aussi ça que je me suis dit. Parce que on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur merveilleux. On est prêt à payer pour le voir jouer tellement il est assez unique dans son genre. Mais il y a comme une déconnexion entre ce que peut-être les médias voient et ce que les joueurs et peut-être certaines franchises voient. Parce que pour moi, qu'il y ait eu des offres comme ça et que des équipes aient cru ou croient encore qu'il peut arriver comme ça, se greffer à une franchise et lui faire passer un cap, ça me sidère. En se disant que tout va forcément bien se passer. Je pense que toutes les franchises se disent quelque part, ça n'a pas marché là, mais nous, on a la méthode, on a la culture, ça va marcher, quoi. Peut-être que les Mavs, là, Mark Cuban, ils doivent fanfaronner en se disant, regardez, je vais vous montrer avec moi, Kyrie, comment ça va se passer. Mais c'est ça, parce que Nico Harrison, le GM, c'est un ancien Nike, il a une relation avec Kyrie. Jason Kidd, il est persuadé, je pense aussi, qu'il peut gérer Kyrie. Luka Doncic, on lui a demandé, il a dit oui. Donc oui, c'est typiquement ça, en fait. C'est comme tu as dit, au final, pour un talent comme ça, et c'est fou, en fait, il a suffi, Kyrie, c'est là où tu te dis que c'est dingue, parce qu'il a suffi qu'il joue 20 matchs à un très haut niveau pour qu'il y ait 3-4 franchises, évidemment des franchises dans une situation désespérée, hein, parce qu'on peut revenir, mais Phoenix, il y a eu une très mauvaise série, on sent que ça tourne un peu au vinaigre. Les Lakers, on voit la catastrophe que c'est, et Dallas, qui est pareil, pris un gros risque parce qu'elle est dans une situation délicate. Il y a eu 3 franchises désespérées prêtes à se dire, ah non, mais nous, ce mec, chez nous, c'est bon, ça va aller. Et on va voir dans quelques mois, mais ça risque d'être drôle. Non, parce qu'en fait, j'entendais Ryan Russillo là, dans le podcast de Bill Simmons qui parlait justement de la relation que Nico Harrison peut avoir avec Kyrie. Vous savez qui avait une bonne relation avec Kyrie aussi, hein, c'est Kevin Durant, et on voit ce que ça a donné. Donc je pense que l'aspect j'ai une bonne relation, ça va le faire avec moi, c'est quand même très risqué. Et pour en revenir, effectivement, on va peut-être pouvoir bifurquer sur Dallas. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les pics en fait. Les pics, je les comprends pas du point de vue de Dallas. Je comprends que de toute façon, avec l'échec du cas Jalen Brunson, il fallait qu'il montre à Luka qu'il voulait essayer de gagner maintenant. Qu'ils étaient prêts à faire des choses pour faire bouger l'effectif. Personnellement, moi, j'ai aucune confiance à l'heure actuelle en la capacité de Kyrie Irving, j'allais dire, à faire gagner des matchs importants d'une part, oui, mais même, j'ai aucune confiance en quoi que ce soit, en fait. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va pas être là? Est-ce qu'il va jouer les matchs? Est-ce qu'il va ne pas jouer les matchs parce qu'il n'a pas envie de les jouer ou parce qu'il n'est pas prêt dans sa tête? Enfin, ça, je le dis pas en me moquant, mais est-ce qu'il n'est pas prêt, suffisamment serein pour jouer les matchs? Ou est-ce qu'il va se blesser? Parce que c'est aussi un joueur qui est régulièrement blessé. Rien que ça, c'est un risque en soi. Si c'est en termes de talent, je comprends. Tu récupères un mec qui peut jouer avec Luka ou qui peut jouer sans Luka et t'apporter des points. Tout ça, je le comprends. Par contre, que tu prennes le risque et que tu sacrifies, entre guillemets, Dinwiddie et Finney-Smith, ça, je l'aurais pas fait en tant que GM, mais je suis pas GM, donc c'est facile pour moi de le dire. Mais je peux arriver à comprendre plus ou moins la logique. Par contre, les pics, je comprends pas du tout, en fait. Parce que je pense que tu fais pas le trade dans les pics, ça marche pas en fait. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, je comprends pas en fait quel est vraiment le bénéfice pour Dallas. Et pour finir, en fait, ce qui est important pour Dallas de savoir, parce que tu parlais de prolongation de contrat, Antoine, c'est moi, je suis pas du tout sûr qu'ils vont ne serait-ce que lui proposer en fait de prolonger son contrat à Dallas. Ce qui intéresse Dallas, c'est de pouvoir cet été avoir libéré énormément d'espace de récupérer du cap. Mais le problème, c'est quand est-ce que Dallas a réussi à faire signer un gros free agent? Même DeAndre Jordan, ils n'ont pas réussi au bout du compte. Même DeAndre Jordan. À quel moment, aujourd'hui, Dallas peut vraiment se dire on va aller chercher Chris Middleton, c'est sûr qu'il a envie de jouer avec Luka, on est sûr qu'on va lui faire une offre, il ne pourra pas refuser de venir jouer à Dallas. Il y a aussi que s'ils étaient prêts à perdre un premier tour de draft, et même des deuxièmes tours, etc., ça veut dire qu'il aurait peut-être pu viser d'autres recrues que Kyrie Irving aussi. Alors, je ne sais pas quel niveau de joueur, hein, mais le besoin immédiat, ce n'était pas qu'un autre scoreur dans l'équipe, il y a peut-être d'autres choses aussi. Hein. Donc, moi, je me suis dit, mais donc, ils pouvaient mettre un package comme ça et ils le font sur 4 mois de Kyrie Irving. C'est compliqué parce qu'il y a aussi l'hypothèse, même si ça se passe bien, ça peut bien se passer, on veut peut-être qu'il y aura une lune de miel incroyable pendant 2 mois. Faut définir qu'est-ce que ça veut dire bien se passer avec Kyrie Irving.
Non, mais peut-être qu'il y aura les bons résultats. Lui, il va donner l'impression d'avoir une révélation, que c'est la franchise qui lui convient. Avec Luka, ils sont best friend. Enfin, je sais pas, tout peut bien se passer pendant 4 mois. Ils font même un parcours correct en playoff, admettons, hein, on sait jamais. Comme ils ont fait finale de conférence l'an dernier. Hein. C'est ça, bien quand sûr. même. Donc, ils auront du mal à faire aussi bien. Bah oui, exactement. Qu'est-ce qui garantit que derrière, même si ça se passe correctement, lui, il va pas se dire bah non, je vais pas aller à Dallas, je vais aller là où je voulais vraiment aller à la base. Peut-être les Lakers, peut-être rien, n'importe quoi, peut-être partir en retraite, on ne sait pas, j'en sais rien. Il y a plein de trucs possibles avec Kyrie. Je ne comprends pas le risque pris par Dallas parce que pour moi, même le fameux high risk, high reward, le high reward, il te garantit pas le titre. Mais il est pas, bah oui, parce qu'il n'est pas garanti le high reward. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Il y a certains points où je pense qu'en fait, ce package, là tout de suite, juste tout de suite, il récupère pas mieux niveau deuxième star. Je pense que les autres stars disponibles qui sont éventuellement meilleurs que Kyrie, je pense par exemple à du Siakam ou qui sont dans la catégorie de Kyrie, sans parler de meilleurs. Les Siakam, les joueurs comme ça, je pense que c'est pas assez. Il faut lâcher plus de pics et les Mavericks n'ont pas plus de pics. Ils ont donné leur pic aux Knicks pour avoir Kristaps Porzingis, qu'ils ont ensuite donné aux Wizards pour avoir Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qu'ils ont échangé en lâchant un pic de plus aux Nets. C'est vraiment catastrophique. La gestion des Mavs est catastrophique. Je pense qu'ils sont dans l'urgence. Il y a besoin d'une deuxième star. Il n'y a pas mieux avec ce package. Je pense que par contre, ce package, ils auraient pu le proposer cet été. Ils n'étaient pas obligés de le faire maintenant. Donc en fait, là, vraiment, tu sens une espèce d'urgence à absolument bien figurer cette saison. Je sais que l'Ouest est ouvert, mais je trouve ça quand même risqué. Je trouve, comme vous, ça n'a pas de sens. Je vois ce que tu veux dire, Théo. Moi, je pense quand même si ça se passe. En fait, il est là le piège. C'est que je vais rejoindre ce que vous avez dit tous les deux. Je pense que ça peut très bien se passer sur 4 mois. Je pense qu'ils peuvent passer un tour, sortir au deuxième, avoir l'impression que tout va bien, prolonger Kyrie, parce que je pense quand même qu'ils vont réfléchir à l'idée, vu qu'ils ont lâché un pic, je pense qu'ils vont quand même réfléchir à l'idée de le prolonger si ça se passe bien. Après, voilà, comme tu as dit, il faudra définir ce que ça veut dire se passe bien, mais il n'y a pas énormément de gros free agents disponibles de toute façon. Déjà, ils n'en attirent pas. Alors oui, avec Luka, ils peuvent espérer en attirer un peu plus, mais de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des gros free agents disponibles. Il n'y en a pas cet été. De mémoire, il n'y a pas de grosses stars qui se retrouvent sur le marché. Donc bon, si c'est pour signer Fred VanVleet à la place de Kyrie Irving, bah, c'est toujours mieux. Mais tu vois ce que je veux dire, il n'y aura pas c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, hein, mais bon. Je pense qu'ils vont quand même lui proposer. Par contre, ils ne sont pas à l'abri que 6 mois après qu'il ait signé son contrat, Kyrie Irving, ce soit de nouveau une plaie, en fait. C'est toujours sur la durée, Kyrie Irving. On voit que dans la durée, il ne réussit pas quelque part. Il est trop instable, en fait. Et c'est trop risqué. Et je vais te dire, parce que même si ce n'est pas une plaie, en fait, même si tu te rends compte que de toute façon, tu ne peux pas gagner le titre et que tu veux quand même épauler... Luka ne sera pas tradé. Sauf s'il le demande, il ne sera pas tradé. Donc si jamais tu te dis, bah non, il faut qu'on refasse un autre trade, la valeur de Kyrie Irving sur le marché des transferts, ah bah oui, elle sera plus basse. Elle est super basse, en fait. Elle est forcément super basse. Parce que tout le monde va se dire, mais attends, mais si je le prends, je te rends service, en fait. Donc derrière, il faut que tu me files plus. Et à un moment, Dallas, ils n'auront plus rien à filer. Donc c'est ça que je comprends pas. Et puis, quand même, le problème, c'est que tu peux faire des paris sur des joueurs blessés, des joueurs qui sont pas souvent là, ça peut arriver. Des joueurs, t'es pas sûr du match. Ils ont fait un test avec Kristaps Porzingis. À l'époque, moi, je défendais ce trade. Je trouvais que c'était un bon trade pour Dallas. Je reconnais, ça n'a pas fonctionné. Mais tu te dis, bon, tu le remets sur le papier à l'époque. Tu dis, oui, il y a un vrai potentiel. Le problème, dans le cas de Kyrie, c'est que c'est pas simplement le problème sur le terrain, en fait. C'est aussi en termes de personnalité. Est-ce que tu es prêt à mettre ce joueur-là, avec son passif, et là je le dis de manière très factuelle, dans ton vestiaire, en fait? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va te permettre de passer un cap, d'avoir ce mec-là dans ton vestiaire? Et ça, je suis un peu ébahi, et j'ai l'impression que son talent, il est impossible à remettre en question. C'est un talent incroyable, c'est un talent unique, mais je continue d'être étonné qu'il fascine à ce point-là des décideurs, en fait. Déjà à l'époque des Nets, je me disais ça peut pas bien marcher au moment où les Nets l'ont fait venir. Mais aujourd'hui, je comprends absolument pas comment tu peux penser que ça va forcément être une plus-value, en fait. À lui de me donner tort, mais je comprends pas comment on peut encore y croire aujourd'hui. Bah non, c'est ça, parce que c'est même pas le cas de figure où on a quelqu'un de très caractériel qui va s'embrouiller avec d'autres mecs du vestiaire. Parfois, c'est juste c'est quelque chose de latent, quoi. On a vu avec Harden, ils se sont jamais battus. Je crois même pas qu'ils se soient insultés. Ils se sont même déjà adressé la parole, je sais pas. Mais
les scènes qui sont décrites, c'est toujours surréaliste avec Kyrie. C'est aussi ça, c'est que c'est pas toujours des trucs très palpables où tu sais qu'il y a des oppositions de, par exemple, moi j'ai peut-être pas d'exemple en tête, mais je sais que de Doncic et Porzingis, ça se passait pas bien et très vite ils ont coupé court. Enfin, il y a des relations où tu sais que c'est orageux et c'est compliqué. Là, avec Kyrie, tu sais pas d'où va venir le souci, si ça va être si ça va être, tu vois, le fait qu'il ait pas envie de jouer là à ce moment précis, qu'il ait d'autres considérations hors du terrain. Je sais pas. Et encore une fois, ça peut fonctionner correctement sur la période là. Théoriquement, ils peuvent être complémentaires. Hein. Ça peut bien jouer ensemble. Luka, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais après, sur le plus long terme, et même sur une campagne de playoff, sans qu'il se blesse, sans qu'il y ait d'état d'âme, je sais pas. Moi non plus, parce que pour que ça marche, c'est quoi? On considérerait que ça a marché, que l'expérience a été bonne, si quoi, en fait? C'est ça le truc. C'est exactement la question. C'est ce que disait Théo, et c'est très difficile à quantifier. S'il passe un tour, c'est bien. Ça sera forcément pas assez. Ils viennent de finir finale de conférence avec peut-être l'un des plus grands talents de sa génération, un mec qui est dans la discussion chaque année pour être MVP, et à qui il manque une bague. Alors il a le temps, il a 23 ans, hein. Mais c'est aussi un mec récemment qui laissait comprendre clairement que jouer aussi longtemps que LeBron, c'était pas un truc qui l'intéressait forcément, qu'il se voyait pas jouer aussi longtemps. Donc forcément, l'horloge tique un peu plus vite que pour d'autres stars, quoi. Et en plus, pour la complémentarité, là, pardon, vas-y, Shai. Non, je disais juste, et voilà, bon, il y a la complémentarité, mais au final, Dallas a intérêt quand même à bouger et à ajuster son effectif, parce que là, tu perds Dorian Finney-Smith. Alors, il galère un peu sur le shoot cette année. Dinwiddie a déjà été meilleur que ça, mais il faut quand même remplacer ce qu'eux apportaient. Défensivement, Finney-Smith, il apportait énormément quand même. C'est le moteur de leur défense. Et j'allais y venir. J'allais dire, vu que tu as entamé sur la complémentarité, c'est vrai qu'offensivement, on peut se dire qu'a priori, ils peuvent être complémentaires. Mais déjà, même ça, on n'en est pas sûr. Lucas, c'est la première fois qu'il va avoir un coéquipier aussi talentueux. Il n'a jamais eu à jouer avec quelqu'un d'aussi talentueux. On ne sait pas du tout comment ça va se passer pour lui. On l'a déjà dit plusieurs fois dans ce pod que ça serait aussi une épreuve pour lui de savoir s'adapter, de savoir déléguer. C'est vrai quand on faisait les comparaisons avec Harden, et je sais, on aime Luka, donc quelque part, on est tenté de se dire non, mais il n'a pas les mêmes fondamentaux, pas le même QI, il va savoir déléguer autrement, etc. Mais qu'on le veuille ou non, ça, c'est de la théorie. On ne sait pas exactement comment ça va se passer aujourd'hui en pratique. Et là, on va le voir. On va voir. Donc, la complémentarité, on sait qu'offensivement, elle est là sur le papier, mais ça reste encore à démontrer. Et surtout, comme tu l'as dit, ils perdent leur meilleur défenseur. Et là, maintenant, ils se retrouvent avec 2 superstars qui ne défendent pas des masses. En tout cas, c'est le point fort d'aucun des deux. Ils sont au mieux moyens en défense, au mieux du mieux. Ou même si Lucas pourrait faire plus, on sait que c'est pas quelqu'un qui se donne tout le temps en défense, hein, on va pas se mentir, parce qu'il joue énormément de possession d'attaque. Leur 3e star, Christian Wood, c'est pas non plus, il fait les efforts à Dallas, mais c'est pas non plus un très bon défenseur. Leur équipe, elle a besoin d'être équilibrée. Là, il faudrait qu'il marque 130 points par match. Et pour le premier tour, un truc ironique, le premier tour, là, s'il venait à le passer, mais en fait, donc imaginons dans une confrontation Sacramento-Dallas, avec Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie, ils ont autant leur chance de passer au final, hein, ce premier tour en question. Hein. Ils pourraient le passer aussi. Hein. Donc je sais pas, c'est quand même un pari qui me semble vraiment très 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 risqué. Ouais, parce qu'il faut savoir que voilà, le succès de Dallas repose sur le talent offensif, avant tout le talent offensif de Luka, et la qualité de la défense en fait. C'est là-dessus que s'équilibre le succès de Dallas. Et là, forcément, tu remets en péril quelque part une des grosses parties de la fondation. Donc, tu as totalement raison, Shai. À voir ce que Dallas va faire dans les jours qui viennent. Je ne sais pas non plus quelles mesures ils peuvent booster, remodeler les choses à la périphérie. Donc, ça reste à voir. Offensivement, la complémentarité, elle est possible, en fait. Mais elle va être compliquée pour les deux. Parce que même si... Kyrie est quand même assez fascinant dans ce truc où finalement tu as l'impression qu'un peu dans n'importe quel système il va mettre ses stats, quoi. À un moment il est meneur, à un moment il est plus meneur, de toute façon il va mettre ses points. Il est tellement fort offensivement qu'il arrive à s'adapter. Mais il n'a jamais joué non plus avec un mec comme Luka qui lâche la balle aussi tardivement en fait. Quand finalement dans le trio James Harden, KD et Kyrie, les peu de matchs qu'ils ont joué ensemble, c'est James Harden qui avait vraiment changé son jeu pour jouer vraiment comme un meneur et être prêt à lâcher la balle très tôt, ce qu'il faisait jamais à Houston, lâcher la balle très tôt sur Kyrie qui partait en contre-attaque, etc. Vu le rythme auquel joue Dallas habituellement, qui est un rythme de vétéran du dimanche matin, il n'y a pas une équipe qui joue plus lentement que Dallas.
Ça, à moins qu'effectivement que ça soit un vrai projet de fond, que Luka soit à fond dans le truc, ils disent ouais, on va changer totalement notre manière de jouer, on va relancer la balle, je vais la lâcher plus vite. À moins que ça se mette en place, il va y avoir une grosse période d'adaptation. Enfin, ça va pas être si simple que ça pour Kyrie, pour le coup, de se fondre dans le truc. Et ce que tu disais, pour revenir sur ce que tu disais, Antoine, à voir si Luka est prêt à lâcher les rênes en partie. À voir aussi quel sera son degré de patience si jamais il lâche les rênes et que ça marche pas tout de suite. Tout ça, bon, on va le découvrir en live et en direct. Hein. De toute façon, on va le voir au match après match, mais il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, quoi. Tu sais, cette équipe, elle me fait penser très, très loin, de manière très lointaine, au moment où les Nuggets, ils avaient voulu associer Iverson et Melo. Alors évidemment, Luka, c'est pas Melo, hein, mais juste, tu vois, deux stars où c'est cool hein, sur les noms, mais tu te dis, ouais, mais ça, dans un jeu vidéo, tu vois, où l'alchimie, elle n'a pas à être prise en compte quand c'est un ordinateur. Mais quand c'est des êtres humains, tu te poses quand même des questions, tu vois. Mais c'était quand même moins. Pour moi, ça me Ouais, semblait c'est quand même moins moins dangereux fort. d'associer ces deux joueurs à l'époque, même si Oui, Iverson, c'était plus le truc que Iverson, il peut. T'as Iverson dans l'équipe, c'est forcément l'équipe d'Iverson. C'est ça qui était pas. Où ça pouvait pas vraiment fonctionner, forcément. Mais par contre, il y a des points. Pardon, j'y réfléchis, il y a des points communs qui sont vraiment intéressants, parce que c'était aussi pas deux joueurs qui étaient réputés pour leur défense. Que leurs coachs Ouais. respectifs essaient de pousser dans cette direction-là, mais ça n'a pas trop marché. Après, finalement, Denver, ça n'a pas marché dans le sens où ils n'ont pas été champions, mais l'équipe est restée compétitive parce qu'elle était aussi plutôt bien construite autour. Là, c'est bien construit autour de Luka, mais tu retires Luka, l'équipe va nulle part en fait. Alors que à l'époque Denver, Melo pouvait se blesser. Bon, bah, c'était l'équipe d'Iverson avec. Finalement, tu Oui, avec pouvais. des role-players, oui, Voilà, oui, c'est exactement. différent. Tu pouvais quand même t'adapter. C'est vraiment très étonnant. Je vous propose qu'on bascule un petit peu sur Brooklyn si vous en êtes d'accord. Je me propose de vous donner quelques-uns des autres packages qui, semble-t-il, leur ont été proposés. Donc, on connaît donc le package qui a remporté le pactole du côté de Dallas. Selon donc, ce qui a été rapporté, les Lakers auraient proposé Russell Westbrook, Max Christie, Austin Reeves, leur premier tour de draft 2027 et leur premier tour de draft 2029, ainsi que des échanges de picks à venir. Du côté des Suns, les Suns auraient offert Chris Paul, Jay Crowder et des échanges de picks. Et enfin, pour finir, les Clippers auraient proposé Luke Kennard, Terrence Mann, un futur premier tour et deux échanges de futurs premier tour. Qu'est-ce que vous pensez comme ça quand je vous donne ces deals potentiels du point de vue des Nets et de ce qu'ils ont récupéré? Qu'est-ce que ça vous évoque à tous les deux? Donc les Lakers avaient bien mis leurs deux premiers tours, ils les avaient mis dans la balance. C'est pour ça du coup que LeBron avait l'air désespéré en se disant limite on a mis tout. Ouais. Il avait l'air de pas comprendre pourquoi ça n'avait pas été. Ouais, okay. Selon Shams Charania, les Lakers auraient proposé Westbrook, Max Christie, Austin Reeves, leur premier tour 2027 et leur premier tour 2029. Bah, je pense que. Attends, Charania, il a dit qu'il y avait les deux jeunes parce que je crois que justement c'était ça le point qui bloquait. Bah, c'est ce que je vois là. Ok. Parce que c'est curieux. Enfin, peut-être qu'à la place des Nets, j'aurais peut-être accepté l'offre des Lakers en fait. Parce que Westbrook en fin de contrat et tu récupères les deux premiers tours 2027-2029, je trouve que c'est plutôt attrayant. Et même après, les joueurs qui sont dans la balance, Max Christie, bon, ok. Et Austin Reeves, par contre, c'est un bon joueur d'équipe. Et les Suns, Chris Paul, donc. Oui, Chris Paul, Jay Crowder et des échanges de pics. C'est pareil, c'est une belle offre parce que les Nets, tu rajoutes un Chris Paul en disant qu'il est peut-être pas si cramé et qu'il peut encore apporter quelque chose dans une équipe où il y a KD. C'est quand même pas mal, non? Alors moi j'ai quand même des gros doutes là sur la capacité de Chris Paul à être encore Chris Paul. Donc moi j'avoue que je comprends que les Nets se soient pas jetés sur cette offre-là en tout cas. Et il faut voir. En fait, moi ma théorie c'est que les Nets, les échanges qu'ils ont, les assets qu'ils ont récupérés, l'idée. Alors c'est pour ça que le truc là sur les Lakers vraiment m'intrigue. J'avais lu que justement les Lakers avaient proposé les deux picks et Westbrook. Et que les Nets, ils avaient demandé en plus Christie et Austin Reeves. Et que c'est là où ça avait bloqué. Mais peut-être que je me trompe. Du coup, c'est possible que je me trompe parce que, en gros, ma théorie, c'est que ce qui est bien pour les Nets,
Mais effectivement, ça ne marchait pas s'il y avait Westbrook, donc c'est peut-être ce qui les a poussés à prendre Mavericks plutôt que Lakers. Ce qui est bien, c'est de pouvoir, ce premier tour, pas forcément le garder, essayer de le rééchanger. Je pense que c'est le plan. Honnêtement, je ne suis pas dans la tête de Sean Marks, mais je pense que c'est le plan. Je pense que là, on se dit, tu vois, le premier réflexe un peu, ça a été de se dire, bah tiens, ça va être autour de Kevin Durant. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que là, l'effectif, il est très intéressant autour de Kevin Durant. Juste, par contre, c'est une superstar et des role-players. Il faudrait quand même une deuxième star. Et je pense que si tu flippes Ben Simmons, le choix de draft non protégé des Mavericks, peut-être Cam Thomas et un autre role-player, tu as un package qui est intéressant pour aller chercher une deuxième star. Je pense que ce n'est pas assez pour aller chercher Siakam, mais je pense que si tu veux, par exemple, finir la saison avec DeRozan et avoir DeMar DeRozan, je pense que vraiment, tu peux avoir DeMar DeRozan. Et tu aurais une équipe avec Dinwiddie, DeRozan, Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, Nicholas Claxton, Patty Mills, Seth Curry, TJ Warren. Tu aurais une équipe plus que correcte. Peut-être pas pour aller jusqu'au titre, mais tu aurais une équipe plus que correcte. Je pense que le plan, c'est plus ça. Du coup, sur les offres, pour moi, c'est ça qui fait que l'offre des Mavericks, c'est le plus intéressante. C'est que tu te donnes une certaine flexibilité. Et à prendre en compte aussi le fait que, ce qui se dit, Joe Tsai voulait absolument pas Kyrie à la destination qu'il préférait. Donc, il y avait quand même... J'imagine que c'est aussi peut-être entré en ligne de compte. Mais là, en écoutant les offres, vous ne pensez pas que Chris... Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir Chris Paul à Brooklyn. Même si ce n'est pas le Chris Paul d'il y a 1 an ou 2, je pense qu'il est tout à fait capable d'arriver et d'apporter son expérience, ce qu'il sait encore faire. Si, dans une équipe où il y a Kevin Durant, le fit me paraît franchement pas mal, honnêtement. Moi, ce qui est marrant, c'est que finalement, si on part du principe que ce qui récupère, c'est pour jouer et pas simplement pour être échangé, comme ce que tu disais, Antoine, ce qui me semble être effectivement quelque chose de très pertinent. Moi, c'est le package qu'auraient proposé les Clippers que je trouvais que je trouvais vraiment intéressant pour avoir une équipe compétitive tout de suite. Et donc, c'était, je vous le relis, Luke Kennard, Terrence Mann, un futur premier tour de draft et 2 futurs échanges de premier tour, si je comprends bien. Là, je trouve que tout de suite, si tu as Terrence Mann et Luke Kennard qui collent parfaitement, je trouve, avec ce qu'essaie de construire Brooklyn et que tu gardes le reste de l'effectif. Alors, on est d'accord, hein, ça ne veut pas dire que tu vas jouer le titre, mais je trouvais que ça donnait un ensemble cohérent sur le terrain. Sachant que je pense que tu as raison, Antoine. Je serais très curieux de voir ce qui va se passer dans les tout prochains jours du côté de Brooklyn. Parce que la question, c'est celle-ci, en fait. Elle tourne autour de Kevin Durant, en fait, comme toujours. Est-ce que Kevin Durant, je pense pas que Kevin Durant soit en capacité de demander un trade dans la foulée. Non, il a trop honte maintenant, je pense. Enfin, pas trop honte, mais si tu veux, il a vu le bad buzz de la première demande. Il a vu tout ce que ça. Tout le monde était choqué qu'avec autant d'années de contrat, aussi peu de temps après avoir signé, il a vu la mauvaise pub. Je pense que s'il fait ça, il le fera en coulisses à la limite, il encouragera les équipes à faire des offres, mais jamais il relayera une demande de trade en tout cas. Donc la question, c'est de savoir si tu as le sentiment qu'il est prêt à finir la saison et aller au-delà, à rester à Brooklyn. Finalement, c'est ce qu'il voulait. Il voulait construire tout seul autour de lui. C'est comme ça qu'il avait expliqué son choix de quitter les Warriors. S'il est à fond dans le fait de se dire c'est mon équipe, je vais rester, on va reconstruire autour de moi et on va aller de l'avant. Eh ben, effectivement, je pense que Brooklyn n'est pas dans une situation si catastrophique que ça, même si le test Kyrie Irving et KD plus Kyrie Irving plus James Harden aura été un échec. Il y a de quoi reconstruire quand même, et il y a de quoi aller chercher des assets qui peuvent coller vraiment autour de l'ossature de cette équipe, j'ai l'impression. Je pense que Kevin Durant, il n'a pas le choix en fait. Personne peut mettre. Regarde ce que Kyrie Irving à 4 mois de l'expiration de son contrat, il coûte. C'est pas possible d'aller faire un trade pour Kevin Durant. Encore moins en cours de saison. Si je suis les Nets, il n'y a rien que tu vas me proposer où je vais me dire ok, j'accepte en fait. Et on sait que Kevin Durant, c'est pas la même personnalité que Kyrie Irving. On sait qu'il va pas refuser de jouer. À un moment, c'est juste pas possible. Et je pense que Kevin Durant lui-même, il l'a compris et il l'a accepté. Je pense que lui-même, il l'a capté en fait. Il peut pas être transféré. Peut-être cet été, si Brooklyn lui dit, le laisse et le libère en lui disant bon ok, vas-y, c'est bon. On sait que tu veux pas être là. Moi, je pense que Kevin Durant, ce qu'il veut, c'est avoir une équipe compétitive. Et plus que compétitive dans le sens, on va être cool à suivre et on va faire un tour de play-off. Je pense qu'il veut une vraie équipe autour de lui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le but de Sean Marks. C'est encore de lui trouver un vrai bon joueur autour. Pour les Suns, sinon juste, j'y pense pour Chris Paul.
Chris Paul, pourquoi pas, hein, s'il a un regain de forme. Mais je pense que le problème dans cette offre, c'est que les pics, à mon avis, les Suns voulaient des pics voulaient lâcher des pics beaucoup trop protégés. Ce qui les intéresse, c'est pas Kyrie Irving. On sait que eux, ce qu'ils veulent absolument, c'est Kevin Durant. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis le paquet sur Kyrie Irving, en fait. Je pense que c'était plus peut-être limite une manière de faire monter les enchères, de pousser une autre équipe, notamment un rival, parce qu'on voit que c'est surtout des équipes de l'Ouest qui étaient dessus. Un rival a lâché des atouts. Mais je ne pense pas que les Suns, ils aient vraiment convoité tant que ça Kyrie Irving. Je ne suis même pas sûr que ça ait vraiment du sens pour eux, pour leur équipe. Donc, je pense que c'était plus une manœuvre. Ils étaient à fond déjà sur le tweet de Chris Haynes formulé vraiment comme si c'était un communiqué de presse. Si Kevin Durant venait à être libre, les Suns seraient prêts à... voilà, non mais... Ouais, effectivement, on a compris, je suis d'accord avec toi. Après, au moment où KD avait fait sa demande de trade, pareil, il avait fait comme ils font tous maintenant, une espèce de shortlist de destinations préférées, et il y avait Phoenix dedans. Donc, j'imagine que l'intérêt est réciproque, mais comme tu disais, il sait que c'est beaucoup trop compliqué de monter un package qui soit satisfaisant pour les Nets. Ils savent qu'avec par sa simple présence, ils sont compétitifs et ils peuvent battre presque n'importe qui sur un match. Donc, d'autant que surtout, là, les Nets sont... de par la durée de son contrat, elles ne sont pas du tout pressées comme c'était le cas pour Kyrie Irving. De toute façon, là maintenant, c'était essayer de récupérer quelque chose en retour ou sinon faire encore une croix sur cette saison et en plus savoir que cet été, tu vas rien récupérer en compensation. Donc c'est pour ça que ça pouvait marcher pour Kyrie. Effectivement, les Nets ne vont pas se précipiter. S'ils sont amenés à vraiment trader Kevin Durant pour une raison ou une autre, ils voudront récupérer le maximum d'assets en retour et ils ont bien raison de le faire parce que voilà, on remplace pas Kevin Durant comme ça. Kevin Durant aime bien le dire lui-même. Kevin Durant, c'est Kevin Durant. On sait tout ce qu'il est, on sait tout ce qu'il vaut. Voilà, c'est pas, il est pas si facile que ça à trader. Ce qui est intéressant là où je comprends qu'il y a eu de la fumée du côté de Phoenix, c'est qu'ils sont aussi dans une situation très compliquée. À savoir que leur espèce de double timeline où ils essayaient de gagner maintenant et d'assurer le futur est quand même pas mal remise en question par les résultats de l'équipe de cette année. Et donc, il va falloir qu'ils fassent un choix aussi. Est-ce qu'ils veulent continuer d'essayer de gagner à tout prix avec cette formule de l'équipe ou commencer à remodeler en disant bon, on va peut-être prendre un pas de recul sur une saison pour essayer de repartir encore plus fort derrière. Là aussi, on verra en fonction des résultats de la conférence Ouest et de l'état de forme de Devin Booker quand il reviendra, quelles seront ces interrogations-là. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi il y avait autant de bruit autour de Phoenix, quoi. Ouais, mais eux, après, je pense que Phoenix, comme tu as dit, ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent effectivement de débarrasser de Chris Paul parce que bon, il y a son contrat et qu'ils sentent le déclin à venir et que du coup, exactement comme tu l'as dit, maintenant, je comprends que les Nets n'aient pas voulu se mettre dans cette ambiance, quoi. Ça aurait limite pu être, tu bloques la masse salariale de ton équipe du coup sur l'année prochaine aussi. Et tu as quand même Kevin Durant qui demande son transfert potentiellement, ou en tout cas d'autres nouveaux dramas. L'offre des Clippers, elle est intéressante pour les pics. Par contre, moi, je préfère Finney Smith et Dinwiddie que Mann et Kennard au niveau du fit. Mais bon, après, ça faisait du coup 2 premiers tours de plus. Faut voir, après, il faut voir à quelle date, etc., quelle modalité, quelle protection. Les deux swaps sont intéressants. Il faut voir si c'est vraiment les deals qui ont été proposés, hein, parce qu'encore une fois, c'est les deals qui auraient été proposés selon des insiders, pour le coup, des insiders plutôt crédibles comme Shams ou d'autres, mais voilà, on ne sait pas non plus concrètement ce qui a été vraiment mis sur la table, quoi. Ouais. Et comme tu le disais, en plus, Antoine, certaines offres ont peut-être été mises sur la table pour faire monter les enchères sans qu'il y ait vraiment de fond derrière, quoi. Mais là, en y pensant, c'est quand même un moment... c'est un moment important pour Kevin Durant là, pour la fin de sa carrière, pour l'image qu'il veut laisser. C'est la décision qu'il va prendre. Est-ce que le fait de demander à son trade ou pas, est-ce qu'il va vouloir participer à la reconstruction? Comment ça se passe avec Simmons? Parce qu'il y a ça aussi. On en parlait ce matin. Enfin, au final, c'est presque étonnant, mais on ne parle pas du tout de Ben Simmons alors qu'on parlait que de lui pendant des semaines. Et là, il est un peu en marge du truc. Je sais pas. Il se dit que ça se passe pas forcément, enfin que Kevin Durant n'a pas trop confiance en lui non plus. Antoine, toi, tu le voyais bien dans un trade aussi, éventuellement. Enfin, je pense qu'il est condamné à partir et à rebondir ailleurs. Je pense que ça ne marchera jamais à Brooklyn. Juste très sincèrement. Mais je comprends sur le papier, sur le fit et tout, mais je pense que là, c'est trop tôt. C'est trop exposé, c'est trop d'attentes, trop de suivi, trop d'échecs même déjà en fait. En 6 mois, il y a déjà trop d'échecs en fait avec Brooklyn, tu vois.
Et le truc incompréhensible aussi, je trouve. Parce que franchement, quand tu vois, manifestement quand même, il est remis de ses problèmes de santé. Enfin, physiquement, il a l'air bien mieux que par le passé. Et du coup, ces errements dans le jeu sont encore plus incompréhensibles, je trouve. Parce que je trouve quand même qu'il y en avait eu trop de choses. Enfin, le fait qu'il y ait la fameuse passe qu'il fait à Matisse Taiboul face aux Hawks, finalement, on en a trop fait autour. Oui, il y avait un problème de fond qui faisait qu'il ne voulait pas aller au lancer franc, ça je suis d'accord. C'était important d'en parler, c'était un vrai frein. Après, la passe, c'était anecdotique. Mais là, aujourd'hui, le voir reprendre retrouver ses qualités athlétiques, sa vitesse, parfois son explosivité, et le voir à ce point être l'ombre de lui-même dans la prise de risque ou dans simplement la prise de... Oui, la prise de... Comment dire? La prise en main de l'équipe, quoi, offensivement, c'est vraiment incompréhensible. Incompréhensible. Il y a un trauma. C'est un mystère, ce joueur. Non, mais alors, je vais être plus optimiste que toutes les autres fois où on en a parlé. Parce que j'ai vraiment l'impression que lui, comme tu disais Antoine, il y a peut-être déjà trop de drama dans l'équipe. On l'a dit dès le début quand il est arrivé. Pour moi, c'est un mec qui a besoin de se reconstruire et arriver dans une situation comme ça, c'était compliqué. Il lui faut un petit marché, une équipe peut-être en reconstruction ou qui aspire à progresser un peu sans qu'il y ait... Je sais pas. Là, le marché de New York, après avoir fait celui de Philadelphie, les fans qui sont un peu intenses, l'attention médiatique constante. Je pense qu'il a effectivement besoin d'autre chose et je pense que c'est possible encore parce qu'avec ce qu'on a vu, comme disait Théo, on a vu des choses qui me laissent penser qu'il peut le faire et qu'il lui reste encore pas mal des qualités qu'il avait avant. En fait, je pense qu'il va rebondir le jour où on n'attendra plus qu'il rebondisse. Ouais. Là, c'est encore trop tôt, on est trop encore dans l'attente qu'il rebondisse et il n'a pas le temps. Il y a un moment, tu vois je fais une fausse comparaison. Tu vois, Markelle Fultz, tant que les projecteurs étaient sur lui, ça menait à rien. Alors, c'est pas pareil, hein, c'est pas les mêmes situations. Mais Ben Simmons, le moment où il sera juste dans une équipe que personne calcule, où on se dira plus, il faut qu'il soit bon, parce qu'au final, on n'aura rien à faire de cette équipe, c'est le moment où je pense qu'il sera bon petit à petit, en fait. Parce qu'il y aura moins de pression sur ses épaules. Il pourra juste jouer, juste être Ben Simmons. Et là, ça marchera et on retrouvera le joueur qui a quand même plein de qualités. C'est pour ça que je pense qu'au Nets, ça ne marchera pas, parce qu'au Nets, tant qu'il est au Nets et qu'il y a Kevin Durant au Nets, les Nets auront besoin d'être compétitifs. Et pour être compétitifs, on sait que Ben Simmons, c'est le joueur parfait pour eux. Il y aura toujours cette pression sur ses épaules. Et je ne pense pas que ça, il arrivera à le vaincre. Je pense que ça sera toujours je ne suis pas assez de ce qu'on me demande et ça le bloquera. Je n'y crois pas aux Nets. Honnêtement, j'y crois pas. Et je pense vraiment que les Nets vont essayer de le transférer. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à trouver une offre. Sachant qu'en plus, la présence de Ben Simmons, ça les empêche de faire tous les trades qui impliquent les autres joueurs qui ont été signés sur 5 ans après leur contrat rookie, sur 5 ans au max. Donc, tous ces mecs-là, ils ne peuvent pas être inclus dans des trades à Brooklyn tant qu'il y a Ben Simmons. C'est une raison de plus parmi tant d'autres pour... C'est-à-dire que si même à un moment, Kevin Durant décidait de se barrer, il ne pourrait même pas aller chercher des DeAndre Ayton ou des Brandon Ingram parce qu'il y a Ben Simmons dans l'effectif. Non, Ayton, quoique Ayton, il n'a pas signé pour le max sur 5 ans, mais bref, tous ces joueurs-là, les Ingram, tous les désignés de Rockies, les Adebayo, etc. Donc bon, moi, c'est ça, je pense, franchement, Simmons, c'est un pic. Alors, Chicago, c'est pas un petit marché, mais il propose le pic et Ben Simmons contre DeRozan. Je pense que les Bulls, ils ont intérêt à réfléchir. Je le ferai pas pour Lavigne, je trouve que c'est pas assez fort. Mais voilà, il y a moyen d'aller faire réfléchir quelques équipes qui ont des stars à lâcher ou des bons joueurs à lâcher. Ce qui est compliqué, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour Brooklyn. Et en fait, c'est un peu paradoxal, mais trader Ben Simmons, le problème, c'est que ça les rend encore plus petits qu'ils ne sont. Et finalement, même si c'est des stats de role-player qui peut établir au rebond, où tu dis, il suffit d'un grand qui sait faire ça, défendre un peu et être mobile et prendre des rebonds, c'est dur à trouver en cours de saison, en fait. Et je pense... Là, s'ils ont encore l'espoir de faire quelque chose cette année de correct, ok, on ne parle pas de jouer le titre, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un deal qui leur permettrait, tu vois, de récupérer du talent et en plus d'assurer leurs arrières là-dessus. John Collins, mais tu vois, c'est moche. Mais c'est moche. John Collins, je comprends... Enfin, pour le coup, moi, je suis sûr qu'il y a un scénario dans lequel John Collins peut être le facteur clé d'une équipe. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas, pourquoi ça continue de ne pas marcher aux Hawks. Je comprends pas du tout. Je pense qu'il y a tout un tas d'équipes dans lesquelles il pourrait... alors, je parle pas d'exploser, d'être un All-Star ou un truc comme ça, mais il pourrait vraiment être une espèce de troisième roue du carrosse qui te permet vraiment de franchir un cap. Est-ce que les... Alors, ça marche pas niveau... Non, ça marche pas niveau salaire. Je vais même pas le proposer, ça sert à rien.
J'essayais de l'envoyer aux Timberwolves, mais sans lâcher un gros salaire, donc ça marchait pas. Il y a moyen sans doute d'aller récupérer de la taille quelque part, mais ouais. En tout cas, je pense que c'est des pistes qu'ils vont explorer. Ouais, non, bah de toute façon, ça va être forcément dingue là, les jours qui viennent, parce que ça a quand même pas mal changé la donne pour pas mal d'équipes. Un petit mot quand même pour les Lakers, peut-être. Parce que finalement, ce qui est dingue, c'est que pour les Lakers, alors je dis pas que ça aurait transformé leur saison et qu'ils auraient été un contender immédiat, mais moi je trouvais que ça avait quand même du sens d'un point de vue basket. Et même d'un point de vue, de toute façon, c'est une équipe où il y a toujours du drame. LeBron, il a déjà donné, il sait plus ou moins comment gérer ça. Ça avait quand même du sens d'essayer de faire venir Kyrie à court terme, hein, on est d'accord. Hein, je parle pas pour le bien de la franchise sur le long terme, mais je parlais pour essayer de sauver la face avec LeBron sur le court terme. Là, il se retrouve quand même comme comment dire, j'ai l'impression comme la belle du bal qui s'attendait à être invitée pour la première danse et qui se retrouve LeBron, il a dit maybe it's me, genre c'est peut-être pas si c'est ça. Il a buté quoi avec LeBron. Ouais. Toujours compliqué de savoir. Non, mais encore une fois, c'est même problématique que pour Dallas, c'est-à-dire qu'ils sont capables de proposer ce package-là, en fait, tout ce qu'on a dit là. Donc ils peuvent le faire pour quelqu'un d'autre que Kyrie, ils peuvent se renforcer différemment, ils ont toujours ce manque de shoot. Pour l'instant, leur seul recrue pour combler les problèmes qu'ils avaient eus, c'est Rui Hachimura, que j'ai rien contre lui, mais c'est pas suffisant pour booster vraiment, pour grimper au classement. Anthony Davis est revenu, ils ont fait quelques trucs pas mal, mais donc ils ont la capacité de proposer Westbrook les tours de draft, c'est-à-dire qu'ils peuvent viser plus gros et peut-être plus safe que Kyrie, non? Enfin, mais à voir. J'ai l'impression. Mais... Je sais pas, parce que Westbrook va intéresser les équipes en reconstruction, en fait, qui peuvent prendre son contrat, mais je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est compliqué pour les Lakers. Pareil, si on prend les grands noms sur le marché, que ce soit les Fred VanVleet, les Siakam, grands noms, entre guillemets, enfin, leur package ne marche pas, quoi. Soit ça ne marche pas pour des raisons salariales, soit ça ne marche pas parce que ça n'intéressera pas. Je pense qu'ils sont condamnés. En fait, de toute façon, on le répète depuis un moment, je pense qu'ils sont condamnés à finir plus ou moins avec cette équipe. Ils ont déjà réussi à rajouter Hachimura, c'était pas mal. Peut-être qu'ils arriveront à transformer Beverley et un pick contre autre chose de correct. Mais bon, vu la course à l'ouest, en plus, c'est compliqué. Hein, ça, c'est... Non, il faut juste faire jouer Anthony Davis avec du papier bulle tout autour pendant 3 mois. Et puis voilà, t'espères que ça tienne. Ouais. Parce que quand il est là, ça va, c'est correct. Mais il y a du boulot pour rattraper, ne serait-ce que pour faire le play-in. Non, ça va être c'est un autre sujet. De toute façon, là, les prochains jours vont être explosifs en termes... Enfin, explosifs. En tout cas, il risque d'y avoir du mouvement, des rumeurs. Nous, on suit tout ça sur Basket Session. Pour revenir sur, si vous voulez, tous les détails du trade là, de Kyrie Irving, les gagnants, les perdants, les implications, tout ça, c'est sur Basket Session. La date limite des transferts, c'est jeudi soir, hein, si je ne me trompe pas, Chai Antoine. C'est ça. Oui. Voilà, donc jusque-là, on sera bien sûr sur la brèche. On essaiera sans doute de faire un podcast un peu exceptionnel dans la foulée de la trade deadline, si jamais il y a eu du gros mouvement, bien sûr. Hein, si jamais ça devait rester tel quel, pas forcément, mais s'il y a du mouvement, on essaiera de faire un pod supplémentaire. Comme toujours, vous savez que mardi soir, c'est la late session sur la chaîne Twitch de Rivers et Basket Session. Donc allez jeter un coup d'œil. Il va y avoir la fin du classement, c'est ça, Chai Antoine, si je ne me trompe pas? Ouais. La fin du top 50. Ouais. Des meilleurs joueurs actuels, c'est ça? Pour ceux qui c'est ça, exactement. Le grand moment. Voilà, donc allez-y pour participer, jetez un œil. Et puis, nous, on vous dit de toute façon très vite. À très vite. On n'hésitera pas à rebondir s'il devait y avoir d'autres bombes comme ça qui tombaient. D'ici là, profitez bien du basket. Attendez de voir ce que Kyrie Irving et Luka Doncic donneront. Nous, en tout cas, on sera là avec notre paquet de popcorn pour garder tout ça. Et puis, on se dit à très vite. Ciao. Ciao. Ciao, les gars. Is out there, and it's either play or get played.